Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où nous parlerons de l'algorithme de Dijkstra. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est? L'algorithme de Dijkstra est un algorithme de pathfinding. Il permet de trouver le plus court chemin entre un point A et un point B dans un graphe. Les applications pratiques de cet algorithme sont par exemple la recherche d'itinéraires ou le routage de paquets dans un réseau informatique. Cet algorithme est de complexité polynomiale, c'est-à-dire pour n nœuds et un arc, la complexité optimale étant grand O A plus n log de n. Succinctement, pour la parenthèse historique, cet algorithme porte le nom de son inventeur, le mathématicien et informaticien néerlandais Esther Dijkstra, ayant vécu de 1930 à 2002. Esther est l'une des grandes figures de l'informatique du XXe siècle. Il a participé notamment à la marginalisation de l'instruction GoTo et à son remplacement par des instructions plus évoluées, et ce grâce à son article intitulé Goes to Statement Considered Harmful. Il a participé vers la fin des années 50 au développement du langage de programmation ALGOL. Et enfin, en 1972, il a reçu le prestigieux Turing Award pour sa contribution en tant que pionnier de l'informatique moderne. Passons maintenant à l'exemple pratique. Considérons tout d'abord un graphe dont les nœuds sont nommés de A à H et dont les liaisons entre ces nœuds possèdent un coût. Ce coût peut correspondre par exemple à une distance ou à un temps de parcours. Afin d'imager un peu plus, transformons ce graphe en un réseau informatique avec un ordinateur, un certain nombre de routeurs intermédiaires et enfin une passerelle de sortie du réseau. Dans cet exemple, nous étudierons le trajet d'un paquet de données partant de l'ordinateur A et se dirigeant vers la passerelle H, connectée à Internet. Afin de trouver le chemin le plus court possible, nous utiliserons un tableau de 4 lignes et 8 colonnes. Dans la première ligne, stocker l'identifiant de chaque nœud. Dans la seconde, un booléen indiquant si nous avons déjà visité ce nœud. Par défaut, faux. Dans la troisième, le coût ou le temps le plus faible permettant d'atteindre le nœud. Comme valeur par défaut, nous noterons l'infini, sauf le nœud de départ qui sera à 0. Et enfin, dans la quatrième, le nom du nœud via lequel nous sommes passés afin d'atteindre le nœud courant. Par défaut, aucun. Bien, commençons. Nous allons sur le nœud ayant le plus faible coût dans le champ temps de notre tableau et n'ayant pas déjà été parcouru. Il s'agit du nœud A, notre nœud de départ. On indique qu'on l'a visité en mettant true, puis on regarde ses nœuds enfants, dans ce cas B et C. Tout d'abord, B n'a pas déjà été parcouru, et d'après la liaison, pour aller à B, il nous faut 5 millisecondes, ce qui est inférieur à l'infini, précédemment noté. On met donc à jour le champ temps de B avec 5 millisecondes et on note que l'on vient de A. Pour aller à C, il nous faut 2 millisecondes, ce qui est toujours inférieur à l'infini. Donc on met à jour C avec 2 millisecondes et on indique que l'on vient de A. Fin du parcours des nœuds enfants. Maintenant répétons la même opération jusqu'à arriver au nœud de destination H. On recherche le nœud ayant le plus faible temps dans le tableau et n'ayant pas déjà été parcouru. Il s'agit du nœud C. On met à jour en mettant true, comme on l'a parcouru, et on regarde ses nœuds enfants. Nous avons tout d'abord A, que nous avons déjà parcouru, donc on l'ignore. Ensuite nous avons D. Pour aller à D en passant par C, il nous faudra 7 millisecondes, ce qui est inférieur à l'infini, donc on met à jour D avec 7 millisecondes en passant par C. Ensuite nous avons E. Pour aller à E en passant par C, il faudra 6 millisecondes, ce qui est inférieur à l'infini, donc on met à jour E avec 6 millisecondes en passant par C. Et enfin F, pour aller à F en passant par C, il nous faut 5 millisecondes inférieur à l'infini, donc on met à jour F avec 5 millisecondes en passant par C. Fin du parcours des nœuds enfants. Quel est maintenant le premier nœud ayant le plus faible temps et n'ayant pas déjà été visité? Il s'agit de B. On met à jour en disant qu'on l'a visité et on regarde ce nœud enfant. Il s'agit tout d'abord de A, qui a déjà été visité, donc on l'ignore. Puis de F. Pour aller à F en passant par B, il nous faudra 7 millisecondes, ce qui n'est pas inférieur à 5 millisecondes déjà inscrits dans le tableau. Donc on ne met pas à jour F. Fin du parcours des nœuds enfants. Le prochain nœud ayant le plus faible temps et n'ayant pas déjà été parcouru est F. On met donc à jour le champ déjà visité en mettant true. Et on regarde ses nœuds enfants. Le seul nœud de F n'ayant pas déjà été visité est H. Pour aller à H en passant par F, il nous faut 5 plus 8 millisecondes, ce qui fait 13. 13 est inférieur à l'infini,
Donc on met à jour H avec 13 en indiquant qu'on vient de F. Fin du parcours des nœuds enfants. Le nœud ayant le plus faible temps et n'ayant pas déjà été visité est maintenant E. On met à jour en mettant true et on regarde ces nœuds enfants qui n'ont pas déjà été visités. Nous avons déjà A, D. Pour aller à D en passant par E, il nous faut 12 millisecondes, ce qui n'est pas inférieur à 7 déjà noté, donc on ne met pas à jour D. Nous avons ensuite G. Pour aller à G en passant par E, il nous faut 8 millisecondes, ce qui est inférieur à l'infini, donc on met à jour G en mettant 8 millisecondes en passant par E. Puis enfin nous avons H. Pour aller à H en passant par E, il nous faut 13 millisecondes. 13 millisecondes n'est pas inférieur à 13 millisecondes déjà notés, donc on met pas à jour H. Fin du parcours des nœuds enfants. Le prochain nœud n'ayant pas déjà été parcouru et ayant le plus faible temps est D. On met à true et on regarde ces nœuds enfants qui n'ont pas déjà été parcourus. Dans ce cas, il n'y a que G. Pour aller à G en passant par D, il nous faut 10 millisecondes, ce qui n'est pas inférieur à 8 déjà noté, donc on ne met pas à jour G. Ensuite, il ne reste plus que G. Ayant le plus faible temps et n'ayant pas déjà été parcouru, on met à jour en disant qu'on en a parcouru, et on regarde ces nœuds enfants qui n'ont pas déjà été parcourus. Dans ce cas, il n'y a que H. Pour aller à H en passant par G, il nous faut 12 millisecondes, ce qui est inférieur à 13. Donc on met à jour H avec 12 millisecondes, et en indiquant qu'on vient de G. Fin du parcours des nœuds enfants. Et voilà, le nœud n'ayant pas déjà été parcouru et ayant le temps le plus faible est le nœud d'arrivée. Nous avons donc maintenant terminé le traitement. Dans ce cas, nous avons dû parcourir tous les nœuds du graphe afin d'atteindre le nœud final. Il ne reste maintenant plus qu'à lire notre tableau afin de connaître le chemin le plus rapide. Nous pouvons voir que le chemin le plus rapide permet de passer de A à H en 12 millisecondes. Dans la dernière ligne du tableau, nous pouvons voir que nous venions de G, que nous avons atteint en 8 millisecondes, puis de E, atteint en 6 millisecondes, puis de C, et enfin de A. Nous avons maintenant trouvé le chemin le plus court du nœud A au nœud H en utilisant l'algorithme de Dijkstra. Abordons maintenant les avantages et les inconvénients de cet algorithme. Les défauts de l'algorithme de Dijkstra sont qu'il nécessite une grande masse de traitement et qu'il n'est pas possible d'affecter à une liaison un coût négatif. Les avantages sont que l'algorithme de Dijkstra trouve toujours le chemin le plus court possible, et il est simple à comprendre et à implémenter. Si vous avez envie d'aller plus loin, voici brièvement quelques autres algorithmes de pathfinding les plus courants. Tout d'abord, l'algorithme de Bellman-Ford. Il a pour particularité d'autoriser la présence d'arcs de coût négatifs, mais il a une complexité supérieure à l'algorithme de Dijkstra, ce qui fait qu'il n'a seulement d'intérêt si notre graphe a des arcs à coût négatif. L'algorithme de Floyd-Warshall. Il permet de calculer la distance et le plus court chemin entre tous les couples de sommets, et non plus uniquement à partir d'une origine fixée. L'algorithme A** est une extension de l'algorithme de Dijkstra. Il privilégie un temps de traitement moins important au fait de trouver le résultat optimal. Par conséquent, dans la plupart des cas, cet algorithme ne trouve pas le chemin le plus court, mais un des chemins les plus courts. Il est très utilisé dans le domaine des jeux vidéo. Et enfin, la contraction hiérarchique est une technique permettant de réduire le temps de calcul du plus court chemin, grâce à la construction d'une version dite contractée du graphe. Cette technique peut être découpée en au moins deux phases. Une phase de contraction du graphe initial, et puis une phase de calcul du plus court chemin sur le graphe contracté. Bien, vous en savez maintenant un peu plus sur l'algorithme de Dijkstra et le domaine du pathfinding. Vous trouverez les liens des articles sources en description. Bye.